Et salut à toi, je suis Teddy Guyot, un auteur-réalisateur de 33 ans. Entre rêve, espoir, impatience, authenticité et quelquefois difficulté, tristesse, doute, je reviens sur mes 13 années de création avec les différents grands acteurs et techniciens qui ont marqué cette période-là. Une période d'innocence qui aujourd'hui a forgé la personne que je suis. Donc je suis ravi de partager ça avec toi et je te laisse entrer dans le journal intime d'un artiste borné. Et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Journal intime d'un artiste borné. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'analyse de l'épisode 2 de la saison 1. Une fois de plus avec William qui a accepté de m'accompagner une semaine de plus. Laissez-moi sortir. Eh bien, bonjour William. Non, j'ai pas détaché la corde. Tu restes là pour visionner des souvenirs de Pâques avec moi dans le même bateau. Eh oui, rebonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode. C'est un épisode un peu particulier pour toi, j'imagine, puisque c'est le premier épisode que tu as écrit. Mm-hmm. Alors, juste une petite aparté, si vous entendez des tic-tic-tic-tic-tic-tic autour de nous, c'est simplement parce que mon chien Jack se déplace sur le parquet de la pièce dans laquelle on est, et potentiellement, ça peut être un petit peu présent, mais il va se poser à un moment donné, on n'entendra plus. Voilà. Et voilà, exactement. S'installer. Et donc William, donc c'est le premier épisode que tu as écrit. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de le retrouver ? Je t'en parlais plus tôt. J'aime bien comme j'écris, je me fais rire. Et franchement, j'en suis très content. Ça me fait plaisir de voir que les idées que j'avais il y a longtemps sont toujours assez fraîches pour moi. Évidemment, il y a des trucs d'écriture qui sont un peu nuls ou pas à la hauteur. Mais pour ce que c'était censé être, franchement, j'en suis très content. Donc c'est la suite du premier épisode, les frères ont découvert leur pouvoir, et cette fois, ils ont un problème qui est un petit peu mis de côté, finalement, dans cette nouvelle monture, où ils ont un livre qui est vide. Donc aucune ressource. Ça, c'est la grosse différence qu'on avait avec la série de base, où le livre était plein d'informations, et d'ailleurs c'est un livre tellement magique qui sait tout sur tout le temps, alors que là, nous, ils ont que dalle, ils ont aucune information. Et donc on ouvre l'épisode sur cette recherche de situation pour pouvoir faire de la magie volontairement, parce que c'est ça en fait, ils cherchent à faire de la magie volontairement. Et donc toute cette recherche, elle colore un peu le parcours de ton personnage dans cet épisode, pendant que celui de Phoebe et le mien reconnectent un petit peu. On a la suite un petit peu dans le passé où Prue a un petit peu forcé Phoebe à reprendre une vie normale et donc à s'installer avec son frère et à cacher quelque chose qui se serait passé qui est grave. Et dans cet épisode, Phoebe cherche dans le présent à reconnecter avec son frère en passant par un speed dating. Ouais. Voilà. Ouais, c'était dans l'idée, dans l'écriture de base. Je sais plus exactement ce que tu m'avais demandé d'écrire, mais ça a toujours été de l'écriture un petit peu chorale. C'est-à-dire, moi j'écrivais quelque chose et puis on en parlait et puis on avait des idées et puis j'allais écrire dessus après. Dans la fac, pendant les cours. Rappelle de ça. Et donc l'idée c'était de passer par un méchant qui est la succube. Je sais pas à quel moment ça s'est décidé que c'était ce méchant-là. Je crois que c'est toi qui l'as décidé ça. Moi je t'avais proposé un panel de méchants et toi tu m'avais proposé de le faire autour de la succube. Notamment parce que quand je t'avais détaillé les méchants que j'aimais bien dans la série, il y avait celui-ci qui était mangeuse d'hommes et ça t'avait un peu inspiré là-dessus. Et ouais, en fait c'était facile de créer ce côté, ok, la succube c'est une femme qui va chercher des hommes pour leur extirper de l'énergie vitale, et une façon facile de rencontrer des hommes, c'est de les rencontrer soit sur des sites internet. Aujourd'hui ce serait beaucoup plus des applications des comme des applications. Enfin, ça existait comme déjà. Oui, ça existait déjà, on en utilisait déjà, mais oh putain, ça fait vieux. Oui, ça existait déjà. Oui, bien sûr, en 2012. Évidemment que ça existait déjà, c'était Tinder. Oui, mais c'était différent. En 2012, c'était pas très populaire. Ouais, mais les speed dating pour les jeunes, c'était pas. Ah oui, c'était déjà ringard, oui, c'est vrai. Populaire. C'était moins ringard que maintenant, quand même. Mais du coup, ce principe-là était assez facile. En tout cas, je pense que ça m'est venu assez vite. Là, on découvre un des aspects de la vie de Phoebe, c'est-à-dire son côté coureur. Son côté, il a l'habitude d'aller à des endroits, de rencontrer des gens. Et si c'est pas dans des bars, dans mon idée, il y avait côté, il va pas amener son frère dans un truc trop énervé. Il connaît son frère, il faut que ce soit quand même un lieu un peu posé. Donc, plutôt que de l'amener en boîte de nuit, allez, c'est un vieux,
On va l'amener dans un speed dating, c'est un mec carré, voilà, allez. Mais au final, c'est mon personnage qui se retrouve avec un encart. Hein. Lui, il reçoit un bredouille. Enfin, on sait pas trop, mais on se rend compte qu'il est pas très doué dans cet exercice-là, finalement. D'ailleurs, anecdote, dans ce speed dating, le texte qui est écrit était un peu plus long, il a été dynamisé au montage, de fou. Et il n'y a qu'une seule personne, en dehors de la succube, qui joue les femmes. Ah oui. Il n'y a qu'une seule comédienne qui joue toutes les personnes. Mélanie, c'est vrai. Qui joue toutes les femmes. Oui, et elle changeait de coiffure à chaque fois. Elle changeait de coiffure à chaque fois. C'était le truc, on fait le truc en carton. Vraiment, on n'a pas de budget, on n'a personne. On fait ça, on a besoin que d'une actrice. On était dans le hall d'une cité U en plus pour le faire. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai ajouté à cette séquence, notamment la séquence à l'extérieur, j'ai filmé bien plus tard avec de la figuration. D'ailleurs, ça fait une réflexion intelligente. C'est des gens qui vont faire le speed dating, on les voit jamais. Oui, j'ai rajouté de la figuration, un plan d'ouverture. Quand mon personnage fait un geste, il y a une cigarette qui tombe. C'est parce qu'on jouait avec le hors-champ à ce moment-là. Mais je trouvais que ça meublait bien l'espace et que ça me permettait d'avoir un peu plus, de situer un peu plus la scène en fait. Dans l'écriture, on avait ce côté, ils sont de face tous les deux personnages, et Rue fait un geste un peu brusque et en fait il déclenche un pouvoir sans le faire exprès. Et je sais que j'avais écrit, on entend la voiture voilà, qui crache. Si en soi j'aimais bien cette idée-là, je crois que je l'avais quand même diminué parce que nos personnages n'avaient vraiment pas d'inquiétude et que dans la nouvelle mouture qui était un petit peu plus sérieuse, c'était merci Jack de ta compagnie, mais là tu es un petit peu bruyant. Dans la nouvelle mouture de cette série, ça marchait plus trop avec le caractère des personnages qui est quand même beaucoup plus aidant. Après il était énervé donc potentiellement il aurait pu ne pas faire attention qu'il avait provoqué un accident, mais c'était un petit peu exagéré. Là il fait voler une clope. Mais ce qui est bien, c'est que du coup ce rajout qui est venu vraiment bien plus tard, il ajoute aussi de la vie. Plus de personnes, ça veut dire un contexte auquel on croit un peu plus. C'est l'une des choses, tu vois, quand on crée la série au début, il y a 4 personnages qui se battent en duel. Au fur et à mesure, il y en a beaucoup, mais c'est pas des moments de vie. Oui, c'est ça. C'est pas facile de rentrer dans la réalité de l'histoire, en fait. C'est ça. Et ce moment-là que tu as rajouté, ce petit contre-champ, il rajoute de la réalité. Un monde qui vit, qui évolue et tout. Ça, oui, puis qui a l'air surpris de ce qui se passe aussi, c'est ça qui est drôle. La meuf avec sa clope, j'aime bien aimé ça, son jeu me fait rire. Après l'épisode, donc il a été modifié assez largement. Ce qui est bien quand même, c'est que la structure que tu as gardée, elle est l'essentiel est là. Oui. Les épisodes sont pas dénaturés non plus. Non. On garde les petits moments que j'aimais bien de tac au tac, de feu petit titi, Pru qui aimerait bien qu'on le laisse un petit peu vivre sa vie tranquille. Hein. Mais qu'est-ce que tu fous là ? C'est pas vrai, tu le fais exprès. Par contre, il y a un truc, on parlait du doublage et de l'importance du doublage et de la fois le sous-jeu. Là, je l'ai senti beaucoup plus que dans le premier épisode, notamment dans la scène, je trouve, entre la porte qui pour le coup, moi je me trouve vraiment trop en dessous. Je trouve que la scène de base j'étais beaucoup plus dedans et ça se sent. Et il fait trop sérieux. Le côté énervé marchait beaucoup mieux. Ah mais putain, tu fais exprès. Des trucs un petit peu plus grossiers, ça manque un petit peu là. Ouais. Et puis on a, je sais pas si c'est le premier exemple, je sais pas si c'était le cas dans le premier, mais on a le premier exemple d'une actrice qui a doublé une autre actrice, du coup. Ah non, c'était déjà le cas. La Macarena, c'est pas Julien qui l'a doublé, c'est une autre comédienne. En plus, elle apparaît déjà. Et Pierre-Louis. Non, elle apparaît pas, Léa, dans le premier. C'est le premier épisode de Léa, ça. C'est toi qui as introduit le personnage de Léa. L'histoire, c'est Carmen a joué le rôle de Léa pendant une saison et un épisode. Mais ce qui s'est passé, c'est que, pour des raisons de planning, elle n'a pas pu continuer avec nous. Et moi, j'avais quand même envie de garder Léa. Donc, le personnage de Léa se retrouve transformé en l'actrice Fanny, qui nous a rejoint sur le casting et qui est resté jusqu'à la fin. Et quand j'ai proposé les doublages en 2017, on est parlé avec Carmen, ça l'intéressait pas de revenir pour 4 épisodes et moi j'avais besoin de redoubler tout ça. Je lui ai dit écoute, ton personnage a été repris par une autre actrice, donc je vais proposer de la voix à cette actrice-là pour que le personnage ait une continuité et qu'on retrouve la voix de Fanny dès le départ en fait finalement et qu'on vraiment la switché de corps. Ce qui a permis aussi à Fanny de vraiment s'approprier complètement le personnage et de le jouer de A à Z en fait. Parce que l'air de rien, la voix c'est un gros jeu et comme tu le disais, elle s'en est très très bien sortie. Enfin moi, Fanny, c'est vraiment Léa pour moi. Pour le coup, même plus que Carmen, parce que Carmen n'a pas eu l'occasion de jouer beaucoup de choses en fait dessus. À part dans cet épisode, mais dans le reste. Mais du coup, cet épisode, il est en le revoyant, je me dis, le fait de l'avoir tronqué, il y a des choses qui ressortent un peu moins bien, qui vieillissent un peu moins bien. Par exemple, l'humour qui est présent dedans, c'est un humour assez beauf. Ah oui. Mais quand je l'ai écrit, alors je ne parlais pas de ce qu'il était,
en rendu, mais de ce que j'espérais. Je voulais en faire un humour beauf, mais un humour beauf qui nous fasse juger les personnages. Pas avec lesquels on est en accord. On a ces deux moments, par exemple, où Phoebe et Pips se retrouvent à mater allègrement Léa, sans qu'on le sache au début, puis on s'en rend compte après. C'est quand même très, très beauf, mais on se rend compte que c'est beauf, tu vois. Donc dans mon idée, c'est on se rend compte qu'ils font un truc dégueu, on n'est pas d'accord avec eux, parce que c'est insistant, parce que c'est gênant, installer ce malaise-là. L'humour que je voulais faire, c'était vraiment ce côté, on rigole d'eux, de leur beaufrie, mais on rigole pas forcément avec eux. Et le fait d'avoir enlevé des éléments, enlevé certaines scènes, il y a des moments où c'est plus le cas. Où ce jugement de l'écriture, ce jugement que je faisais des personnages n'existe plus vraiment. Cet humour-là, il est premier degré et il a plus recul. Il a moins de recul en tout cas. C'est peut-être la mise en scène aussi qui fait ça. C'est peut-être la mise en scène. Parce que pour le coup, je trouve qu'on retrouve un petit peu ça sur justement les passages où il regarde Léa, notamment parce que Léa, dans cette version-là, est un personnage beaucoup plus sérieux. C'est ce qu'on disait, elle est moins stupide parce que la première monture, je me rappelle la première fois qu'on avait fait le montage avec Pierre-Louis, elle avait quand même des trucs où elle pliait une péritelle, enfin il y avait un truc qui faisait qu'elle était un peu stupide. C'était pas qu'elle était stupide, mais qu'elle était pas compétente dans ce qu'elle faisait. Et là on voit quelqu'un qui est tout le temps sérieux, qui est assidu dans ce qu'elle fait et qui est performant dans ce qu'elle fait. Je trouve que le regard que tu as mis là, ce regard un petit peu malsain, mais vous voyez, ils sont vraiment ça, ils sont en chien les deux. On n'est pas en accord avec ça. Et le comportement par exemple de Phoebe, on garde cette distance avec lui, parce que je trouve qu'il a l'air vraiment beau, enfin avec son col relevé là. A contrario, je trouve que ce recul là on le sent peut-être un peu plus parce que le ton est plus sérieux. Parce que du coup ils sont en décalage, je trouve, avec le ton des autres personnages. Oui, du coup oui. Donc c'est chouette, veut dire que ton attention de prime abord, moi je la ressens plus là que dans la version qu'on avait fait avec Pierre-Louis. Mais après là je me rappelle pas de tout du coup, mais oui carrément. Bah de fait, si l'univers est un peu sérieux, déjà l'humour te frappe et du coup derrière tu le vis différemment que si t'étais que dedans. Et je t'ai tiqué à un moment. Alors à un moment dans l'épisode, il y a une scène où un personnage écrit un message Skype à Pips. Avec cette magnifique émoticône qui est incroyable. T'as Liu Charm du coup qui fait ça. Déjà on s'est un peu amusé à imaginer le nom de ce personnage. Je me rappelle, on avait beaucoup parlé et tout. Et arrive le moment de filmer ça. Et déjà à l'écriture, t'avais dit, c'est pas des trucs très dynamiques, quoi. C'est un écran qui parle, machin. Et en y repensant, il y a pas longtemps, j'ai vu un épisode où tu sais, il y a quelqu'un qui écrit par message. En fait, ça arrive tout le temps. Mais ils affichent ça sur l'écran. Mais non, pas tant. Là, non. C'était vraiment, il filmait l'écran. Et du coup, je vois ça, et ça m'a fait repenser à cet épisode. Et en fait, la petite chose qui change, c'est qu'ils font des zooms. Ils font des zooms sur le mot, tu vois, sur les mots, hop. Et d'un coup, ça crée de la fluidité, ça crée du mouvement dans l'immobilisme d'un écran. D'un coup, t'as l'écran, puis t'as le zoom sur le truc. Je me suis fait, ah putain, mais c'était ça. Mais ça, c'est de la mise en scène. Oui, mais c'est tout con. Putain. C'est de la mise en scène, et forcément, la mise en scène, on la maîtrisait pas. Ça fait partie du. Puis il fallait aller un petit peu vite aussi, on pouvait pas trop traîner et tout. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de quantité. Encore une fois, il y a ça aussi, c'était énormément de scènes à faire en peu de temps. Ouais. Mais voilà, petite anecdote, voilà. Mais ouais, mais effectivement, t'as raison, il y a plein de méthodes de le faire. Moi, j'aime bien la version que je l'ai refait plus tard avec Florian, avec cet écran, parce que du coup, c'est très propre. C'est une capture d'écran de mon Mac. Ça me permet de faire un easter egg sur TFQ. Aussi. Oui. Et ça, j'aime bien. Voilà. Et en même temps, je trouve que cette scène-là est plus proche de la scène que tu avais écrite que la scène qu'on a tournée, qui était moins... Ouais, de ouf. Et Jacques qui applaudit avec sa coupe afro là. Enfin, ce chien est incroyable quand même des fois. Après l'épisode, donc il ne se comporte pas que de ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai écrites donc, et il y a les choses qui ont été rajoutées. La nuit, donc les passages de la nuit où on voit ce rapprochement. Prue qui récupère Phoebe. Autant le premier épisode, je t'ai dit, ça alourdit un peu le propos. Là, il y a un vrai discours. Ça parle vraiment dans l'épisode, ça s'ancre très bien dans l'épisode. Tu l'as très bien ancré dans l'épisode, dans cette relation des deux personnages. Donc, dans cet épisode, il y a la partie de la nuit que tu as écrite et que tu as réalisée plus tard, que tu intègres dans cet épisode. Je trouve qu'il se marie beaucoup plus au récit et à la narration de cet épisode-là que pendant le premier. Dans le premier, c'est de la mise en place, de la mise en place magique. Voilà, donc c'était l'introduction de ce moment-là. Je trouve ça beaucoup moins lourd, même si ils viennent forcément à alourdir parce que c'est dur ce qui se passe. Mais jusqu'à la fin où le moment où Prue meurt, on a ce retour sur quelque chose qu'on a déjà vu.
dans l'épisode, avec une continuité de la séquence. On voit la fin de la scène où Prue et Phoebe se lient, enfin, pendant la nuit. Et je trouve que du coup, ça se marie très bien, ça donne un petit moment dans les séries, dans les films, justement, où on revoit les images de passé qu'on a déjà vues. C'est de l'outil. C'est un outil qui manquait pas forcément, tu vois, mais qui, une fois qu'il est là, il fait « Ah oui, on s'implique plus ». Oui. Phoebe s'implique en se remémorant ça. Malheureusement, c'est là où le rafistolage a ses limites. Ça s'accorde avec le récit, mais comme c'était pas pensé, la mise en scène, normalement, elle aurait dû revenir sur un visage de Phoebe, je pense. Alors que là, elle revient sur une remise en contexte du lieu. Et donc, ce petit moment reprend un petit décalage. Et c'est là, voilà, les limites du rafistolage. Oui, c'est ça, c'est le rafistolage et le fait qu'il n'y ait pas énormément de plans différents. Ouais. Forcément, les limites effectivement du rafistolage, les limites du fait que tout n'était pas pensé de A à Z. Mais comme tu l'as dit, moi j'aime bien l'idée que tu as fait que pour une fois la nuit appuie la relationnelle. Mais de toute façon, c'était le but de cet épisode. L'épisode a été rebaptisé La Promesse. Je sais plus comment il s'appelait à la base. C'était un jeu de mots à la con. Je sais plus ce que c'était, mais c'était un truc. Enfin bref, il avait pas du tout le nom qu'il avait. Aujourd'hui, je l'ai reciblé sur le lien entre les deux frères, parce que dans ma lecture de cet épisode, c'était vraiment la volonté de construire la relation, toujours de continuer la relation entre Prue, Phoebe et Pips. Et cette fois, on développe du lien entre les deux frères, en fait. On comprend mieux pourquoi ils sont attachés l'un à l'autre, quand même. Ça se voit, même quand t'as Peter qui s'en va avec une autre nana et il est en train de retomber amoureux. Ah ouais, je vais le provoquer. Oh bah non, tu vas pas faire ça. Le lien que t'avais commencé à créer, toi, en disant bah oui, mais ils ont quand même un rapprochement, tu vois. Ils sont pas si distants que ça. Je trouve que ça fait joli écho, même si on a quand même la scène où ils s'engueulent là, ils disent si tu retournes dans ta rue, c'est tu fais ce que je te dis aussi. Ouais, c'est ça. Finalement, on sent les deux époques de tournage, les deux idées de tournage. La première version, elle est lumineuse, elle est naïve, les interactions sont là, elles sont chouettes, c'est nous qui jouons, et d'un coup, on fait quelque chose de plus sérieux. Donc, finalement, ce passé fictif est beaucoup plus dur que le présent, là où notre passé réel était plus naïf que le futur du tournage, qu'on va jouer plus sérieusement, plus pro et tout. Et pourtant, il est plus proche des personnages qu'on a écrits, parce que de base, la partie où il s'est drogué et ramassé dans la rue, elle a été établie dès le départ, en fait. Finalement, ça rapproche plus des personnages écrits de base. On s'en était éloigné parce qu'on avait le manque de connaissances et le manque de savoir-faire, en fait. Oui, parce qu'on avait envie de faire des trucs parodiques, fun, voilà. Le truc que j'aurais peut-être dû penser quand j'ai écrit les personnages, c'est en fait leur laisser un passé plus lumineux, plus vide, plus simple, pour justement... C'est ce qu'a fait Charmed, d'ailleurs. Ils n'ont pas un passé à part Prue qui a vu sa mère mourir, et puis on sait que Phoebe elle est partie avec ils ont un petit bis avec un mec, mais elles ont pas de truc hyper noir, voilà, c'est développé bien plus tard, mais alors du coup ça leur donne de l'espace pour exister dans le présent sans avoir besoin d'être hyper sérieuse, voilà. Nous on avait donné déjà un passé lourd à tous les personnages, j'avais donné un passé lourd aussi, parce que je pense que c'est moi qui ai insisté lourdement là-dessus. Du coup la présence dans le présent, c'est difficile d'être naïf. C'est marrant du coup, parce que donc là on a deux temporalités de tournage qui se font face, et c'est drôle de voir que la période dans le passé, mine de rien, les deux comédiens, donc toi et Adrien, vous physiquement paraissez plus vieux. Vous avez de la barbe, de la moustache, le visage est plus fermé, et ça se passe quelques années après. Mais du coup, ça m'a fait rire en regardant ça. Nous sommes rajeunis avec le temps, voilà. En fait, on est des vampires avec Adrien, on vous l'a pas dit. Par contre, moi, je veux que tu répondes à un truc qui intéressera tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ces intertitres ? Ces moments où il y a des personnages là que tu filmes dans Poitiers. Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Ah bon ? Jamais. Pour moi, cet épisode, ce que j'avais envie de mettre en place, alors parce que pareil, la ville, je voulais montrer des plans de la ville, mais je voulais pas faire trop comme dans la série Charmed, c'est-à-dire je voulais pas que ce soit des plans bateaux qui s'enchaînent toujours les mêmes. Donc j'ai voulu donner une narration un peu en parallèle, et ce que j'ai voulu raconter, c'est ce que fait Prue et la succube, c'est-à-dire c'est une rencontre éphémère. Okay. Donc je voulais que dans la ville, il y a une petite histoire d'amour qui commence avec une rencontre,
qui se lient toute la journée puis qui se séparent à la fin. Et l'idée, c'est de parler du thème de l'amour éphémère, de ces rencontres un peu comme d'un plan cul, où voilà, pour le coup, c'est plutôt une rencontre très fugace. Parce que pour moi, c'était la thématique du speed dating, tout ce qui est en rapport avec l'amour, en fait. L'amour charnel un peu superficiel. Ouais. Et je voulais mettre ça en image pour donner de l'aération. Il faut savoir que ces plans-là, ils ont un but de montage. Ouais. Ils sont là pour aérer l'espace, sinon c'est très confiné dans les appartements. Le rythme, ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des plans qui racontent quelque chose. Ouais. Alors, ça se voit qu'ils racontent quelque chose, parce que les entités reviennent, etc. Et elles se lient, on les voit parcourir, puis on les voit se séparer. Donc on peut tous se créer une histoire là-dessus. C'est vrai que c'est encore une petite couche d'informations que tu rajoutes. C'est des choses qui sont poétiques, mais moi qui me perdent un peu, je pense. Oui, parce que c'est trop dense. The Gift a ce défaut-là, c'est d'avoir cette narration trop dense, en fait. C'est trop de choses. Effectivement, des plans plus bateaux de ville et tout ça, ça aère, et en plus, ça n'ajoute pas d'informations. C'est ça, avec ces plans-là, tu as aéré, mais pas aéré. Voilà, c'est ça. Puisque tu nous montres qu'il y a quelque chose à voir. Bon, après, ça, c'est moi qui le vis comme ça, quoi. Oui, après, je les ai réduits beaucoup dans cette version-là, parce qu'effectivement, que ça alourdissait l'épisode. Il y a aussi cette idée que le format devait quand même être à peu près similaire à l'épisode d'avant, et là, il était un peu court quand même. Ce qui est complètement stupide. Après, moi, j'ai arrêté d'avoir une injonction sur les formats, et d'ailleurs, ça se sent dans la saison 2. Saison 3 et 4, ils ont à peu près la même taille, mais alors la saison 2, c'est l'orgie de différence de taille. Ça dépend des écritures, et ça dépend de ce qu'on avait envie de dire, et ça, c'est très chouette. Mais je suis cool du travail qu'on a fait sur cet épisode. Avec le recul, je trouve même, tu vois, sur le premier, je disais que je trouvais que la menace ne revenait pas et qu'on perdait ce fil rouge à l'intérieur de l'épisode qui est censé être le prétexte de l'épisode et qu'on l'avait au début, à la fin. Là, je me suis posé la question, je me suis dit, on vient tard sur la Succube. Et finalement, on nous la montre, on nous en parle via le personnage qui vient avertir. Et on a donc... ce moment où on te voit avec elle dans la chambre, après le moment de respiration sur ton palier de porte avec tes deux autres frères. Donc je trouve que le danger est un petit peu plus présent. Tu vois. Le fil rouge, il est vraiment là. Il arrive tard. Oui, on la voit quand même à tuer le mec au début, même si on la voit pas son visage, parce que l'anecdote, c'est que cette scène a été prévue dans ton scénario, mais elle n'a pas été tournée sur le moment parce que là c'est encore autre chose, mais la comédienne a eu un accident assez grave et elle va très bien aujourd'hui, mais sur le moment elle n'a pas pu assurer ce tournage là, donc on l'a jamais tourné avec Pierre-Louis. Mais quand on arrive en 2016, donc c'est une doublure qui la joue, c'est Sandra, j'ai proposé de faire justement avec une doublure cette scène là qui pour moi manquait beaucoup, l'agression, montrer que c'est un monstre qui tuait des gens, quoi, parce que, et il faut savoir aussi qu'à la base il y a des scènes avec Andrea qui enquête sur ces personnages-là. Et c'est vrai que d'ailleurs ton personnage dit on a croisé Andrea. Non, vous l'aviez croisé dans le palier. Mais là j'ai coupé parce que encore une fois les scènes d'Andrea. En fait ces scènes-là, elles étaient là juste pour montrer que mon personnage était un connard avec les nanas. Ce qui ne va pas dans le sens du personnage après parce que c'est pas un truc que j'ai développé. C'est pas un truc qui marche avec lui et c'est bizarre parce que ça fait comme si toutes les nanas tombaient dans ses bras un peu à la manière de Peter finalement, c'est Peter qui fait ça là, depuis 2 épisodes il est avec des nanas tout le temps, le seul qui est raté, et c'est très drôle parce que c'est exactement l'inverse que dans la série de Charmed, le seul qui n'arrive pas à avoir de relationnel en tout cas pas de relationnel superficiel, c'est Phoebe, alors que Phoebe s'enchaîne des plans cul au début de la série. Elle est connue pour ça, quoi. Je trouve ça assez incroyable quand même qu'on a réussi à faire l'exact inverse. C'est rigolo. Voilà, mais c'est même pas sans le vouloir. Ça vient avec le côté, tu sais, quand tu disais sur le premier épisode, j'ai pas une écriture virile. Mes personnages sont à mon image, ils sont pas l'archétype. Le seul qui se croit avoir l'archétype est nul. Alors que celui qui est sensible, qui va pas draguer, qui va avoir du mal à parler, qui va être un peu, c'est l'ode au gentil. Voilà. Du vrai gentil, pas le gentil qui fait semblant d'être gentil pour. Après, ça reste un beauf. Oui, après, il reste un beauf. Qui mate le boule de Léa, voilà. C'est vrai, il y a oublié ce passage-là. Mais bon, il accompagne son frère, voilà. Je voudrais revenir juste pour terminer sur la première scène de l'épisode, puisque ça me fait mourir de cette scène. C'est un très beau souvenir de cette scène, notamment parce qu'on l'a tourné que tous les 3, il n'y avait pas Pierre-Louis. Je sais pas, ce délire avec les perruques, toi qui ressemble à Hermione et toi qui perds
la serviette en te levant. Oui, parce qu'en fait, il y a un making-of dans lequel donc, on se redresse, mais comme on ne voyait pas, il n'y avait pas d'équipe technique et tout ça, on était tous les trois en train de jouer, on faisait pas forcément attention au jeu des autres, on était concentrés sur nos répliques, et on a passé toute une prise. William perd ça s'arrête, je sais plus à quel moment, je crois que c'est au moment où tu t'es levé. Je me demande si c'est pas au moment du pouvoir, parce que je me rappelle cette image de Expelliarmus. Du coup, t'es un blanc et tout le monde rigole. Ah non, mais on n'a pas rigolé tout de suite. Hein. Non, parce que le truc, c'est que ça a duré un moment. C'est au moment où tu l'as vu. C'est au moment où vous êtes retourné, vous l'avez vu. Voilà, mais ça a duré un moment parce qu'il y a tout un dialogue avant qu'on se retourne. Okay. Et vraiment, ce passage de making-of et cette crise de rire, on a beaucoup rigolé ce jour-là. Ouais. Sur cette robe et cette perruque monstrueuse que t'avais, hein, c'est le début des perruques d'ailleurs, de l'angoisse des perruques qui est restée bien. Tout le long de la série, faut le dire. Hein. Tout le temps. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur cet épisode ? Non, pas qui me viennent. C'est un épisode que j'ai apprécié globalement, moins noir que le premier. Ouais. Il est en même temps assez touchant à la fin. On commence à comprendre qu'on va s'attacher à ces personnages. Voilà. Je trouve qu'il y a un petit truc on peut s'attacher à eux quand même. Si on accepte tout le délire, les voir s'attacher les uns aux autres, ça nous fait s'attacher à eux. C'est ça. J'ai bien aimé aussi que pour une fois, il y a un personnage de femme qui alors est un peu, on sait pas trop si elle est positive ou négative, mais en tout cas elle sauve les Dupontel finalement, qui sauve Prue. Donc il y a quand même un personnage fort féminin dans l'histoire qui n'est pas un méchant, parce que sinon globalement comme Andrea n'est pas là, il y a que des femmes méchantes et des et ça c'est un truc, mais je vois que c'est un truc qui m'habite encore aujourd'hui. J'aime bien aller à l'encontre d'une pensée primaire. C'est-à-dire que les mecs, quand ils pensent qui est Tell You Charmed, disent j'ai un gars qui m'a envoyé un message. Tu vois, on part du principe que c'est un homme. Oui. Et ça, c'était volontaire, tu vois. C'est volontaire. Je voulais que cette pensée primaire soit fausse. Enfin, je voulais qu'il se plante, en fait. Que, effectivement, ça marche très bien. Le fait qu'on sous-estime les femmes, on les voit pas être dans une position de sauveuse, d'héroïne. Et non, c'est le cas. Et bon, elles se cachent. Parce que c'est leur protectrice. Elle n'a pas besoin qu'on sache que c'est une femme. Juste, elle est là. Son travail, c'est pas d'être visible ou pas. C'est un truc qui était une petite façon d'en parler sur une réplique qu'elle tenait quand même à l'époque. Pendant le même temps que, justement, les deux sont beaufs. Ils pensent que ça peut être qu'un garçon. Et la meuf, non seulement elle taffe, c'est la seule qu'on voit vraiment travailler. Oui. Théoriquement, qu'on voit bien travailler en plus. Qui les sauve, qui a un design... Je l'ai encore dit, que je trouve trop bien avec ce grand manteau, ça va super bien à Carmen. C'est un truc dans lequel je suis content aussi dans l'écriture collective. Ouais. Si, il y a une question que je pouvais te poser avant qu'on se quitte. Est-ce que tu as un manque par rapport à cette réécriture globale ? Il y a un truc que j'ai enlevé qui... tu dis, ça j'aurais voulu le garder quand même. Je crois que je ne me rappelle pas assez bien de l'épisode original pour avoir un manque. Quand tu as abordé le fait qu'on croise Andrea et qu'il y avait ce passage avec Andrea, d'un coup ça m'a fait « Ah putain, c'est vrai !» C'est vrai que dans l'écriture que j'avais faite, j'avais rythmé justement le passage où Prue est avec la succube. Il est tout le temps interrompu. Voilà, il est tout le temps interrompu. Donc le danger est crescendo. Et ça, quand on a parlé, je me suis dit « c'est vrai que ça me manque là à l'entendre parce que je sais que ça a existé, mais en soi, ça m'a pas dérangé. Ça t'a pas marqué sur le moment. Ouais. Je me suis dit que ça allait vite. Mais je me rappelais plus ce qu'il y avait avant. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ce retour autour de l'épisode 2. Et merci à Jajac qui a particulièrement été présent sur cet enregistrement. Mais voilà, on l'aime quand même, ce petit Jacques. Et merci aux éditoristes de nous avoir écoutés jusqu'au bout pour cette analyse du nouvel épisode. Et peut-être que je séquestrerai William pour un 3e épisode. J'ai toujours pas décidé de lui enlever sa corde. Et surtout que cet épisode-là est un peu important pour ton personnage, puisque c'est là qu'on va commencer à comprendre le shift qu'il y a dans ces différentes personnalités. Est-ce qu'on pourra le faire ailleurs que dans la niche ? Je sais pas, William, peut-être, on verra. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3. Au revoir. Salut. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Journal intime d'un artiste borné. Si mon travail vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre plus sur mes nouveaux projets, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Mondes de Ted et également me suivre sur Instagram sur Les Mondes de Ted. La musique qui nous accompagne dans cet épisode a été composée par Florian Jacob. Et le montage et l'écriture, la réalisation par moi-même, Teddy Guyot. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.